Merci. Donc, je tenais à remercier Monsieur le professeur Chamas de m'avoir invité pour ce topo. Alors, Monsieur le Président, puis Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, chers collègues, donc je vais vous parler de la place de la simulation et l'apprentissage à la microchirurgie, puisque voilà, je suis entre autres responsable d'un DU de microchirurgie donc à l'Université de Strasbourg. Alors, l'adage « jamais la première fois sur le patient », vous connaissez, mais se pose la question jamais la première fois sur le rat, en fait, qui est un être vivant. Et puis, on verra que la législation fait que le bien-être animal et la protection des animaux prennent de plus en plus de place, notamment dans notre société. Donc, en microchirurgie, les simulateurs, c'est bien, mais il faut avoir des choses performantes et, si possible, biomimétiques. C'est sûr que le côté ludique est important, qu'il faut respecter la courbe d'apprentissage, mais il faut arriver, si possible, un jour jusqu'au gold standard, qui pour l'instant reste le rat. Donc vous avez 4 niveaux d'entraînement. Le niveau 1, en fait, on en a parlé un petit peu ce matin, c'est sur les robots. Le niveau 2, ce sont tous les simulateurs, qu'ils soient synthétiques ou non synthétiques. Le niveau rat, donc c'est l'animal. Et le niveau 4, c'est les procédures un peu plus avancées, le lambeau chez le rat, la transplantation, ou la greffe rénale, voilà, ou des procédures plus complexes sur l'animal. Alors, le rat, pourquoi pour l'instant ça reste le gold standard? Parce que ça permet la dissection des tissus, ça permet aussi de tester la perméabilité d'une suture. On a aussi le phénomène de spasme, notamment au niveau de l'artère fémorale. Ça reproduit vraiment le vivant, on teste l'étanchéité d'une suture. Pour l'instant, sur les simulateurs, on n'y est pas tout à fait encore à respecter tout ce cahier des charges qui est essentiel. Alors le problème du rat, c'est que on doit quand même respecter la règle des 3 R qui a été éditée par Richemont dans la fin des années 50. Il faut bien entendu se mettre dans une démarche de réduction du nombre d'animaux utilisés, raffiner nos modèles d'enseignement, et puis si possible, surtout au début, remplacer le modèle animal pour vraiment réduire le nombre d'animaux utilisés. Sur Strasbourg, ça représente à peu près, c'est pas une énorme université, mais plus de 400 rats par an qui sont sacrifiés que pour ça. Donc c'est vrai que voilà, éthiquement, ça pose quand même des questionnements. Alors la partie animale est de plus en plus contraignante. Donc, il faut respecter les agréments divers et variés. On a les services vétérinaires, si j'ose dire, sur le dos. À Strasbourg, en tous les cas, maintenant, ils exigent que tous les moniteurs soient présents et soient titulaires d'un début d'expérimentation animale de niveau 1, en sachant qu'une fois que vous avez ce diplôme, vous devez entretenir un livret de compétences. Tous les 5 ans, vous devez démontrer que vous faites des formations pour entretenir donc vos connaissances en expérimentation animale, d'un point de vue réglementaire, bien-être, etc. Voilà, et donc il faut redemander les agréments. Vous avez les comités bien-être, toutes les procédures doivent passer aussi aux comités d'éthique locaux. On doit aussi former les étudiants à l'expérimentation animale et au respect donc du bien-être animal. Et puis bien sûr, il y a un coût, l'achat, élevage et nourriture des rats. Alors bon, je passerai en tous les cas. On est responsable pénalement en tant que responsable d'un début de l'expérimentation animale, que tout se passe bien. Si on fait souffrir un animal, on peut avoir des sanctions pénales. Alors il y a un contexte réglementaire et européen et qui est en train de un petit peu prendre une tournure différente. Donc en fait, il y a une initiative citoyenne donc, qui a été lancée en 2013 pour, si possible, développer l'utilisation de méthodes substitutives. Et là, d'ici la fin de l'année 2023, il devrait y avoir, au niveau de la Commission européenne, des textes de loi à propos du bien-être animal et toute la législation devrait être restructurée. Il faut savoir que
l'utilisation, vous avez su dans la presse, hein, enfin, les testings des produits cosmétiques sur animal ont été interrompus et ne sont plus autorisés. Et il y a certains pays en Europe où on ne fait plus d'expérimentation animale, notamment pour l'enseignement. Alors, les avantages en microchirurgie, c'est l'augmentation. Donc, on a eu deux phases. On a eu une phase où on n'avait qu'un seul DU. On mettait en place d'abord quelques jours d'apprentissage que sur simulateur. Et quand on a fait cette phase-là, on a constaté qu'on avait augmenté le taux de réussite au diplôme, hein, qui à un moment donné, avant qu'on mette en place les simulateurs, n'était que de 50%. Hein. Et donc là, on est passé à 70-75%. Maintenant, les services vétérinaires nous ont demandé de faire un niveau 1 que sur simulateur et un niveau 2 sur animal. En tous les cas, les simulateurs aussi, l'avantage, c'est qu'on se libère de la partie animalerie, c'est-à-dire qu'on peut très bien rentrer un simulateur au bloc à la fin entre deux interventions ou dans des unités de simulation qui n'ont souvent pas l'agrément de type animalerie. Voilà. Et puis bien sûr, on réduit le nombre de rats utilisés. Côté économique, oui et non, c'est sûr qu'on consomme moins de rats, mais bon, si on veut des simulateurs performants, ça peut avoir un certain coût, comme le robot, hein, l'accessibilité au robot et le coût. Nous, si on veut utiliser le robot, il faut louer une salle et des appareils à l'IRCAD, et donc on a arrêté parce que ça coûte trop cher. On ne peut pas demander 3 000 ou 4 000 euros à l'étudiant dans le cadre de son DU de microchir. Vous avez plein de modèles différents, hein, pour les simulateurs. Donc il y en a qui sont, on va voir, je vais vous en exposer quelques-uns, qui ont l'avantage d'être stériles, double emballage, comme la nouille japonaise. Donc on peut les rentrer facilement dans un bloc opératoire. Il y en a où il y a un peu de dissection, hein, entre autres la cuisse de poulet. Et puis il y en a d'autres qui sont plus utilisés, par exemple le ver de terre. Il faut laver, il est annelé, donc annulé. Enfin, donc quand vous faites des tests de traction, il n'est pas homogène dans le tube. Et tout ce qui est tube de puréthane, c'est très, très difficile. Vous n'arrivez pas à passer une aiguille 10-0, vous allez casser votre aiguille. Donc la cuisse de poulet, c'est un bon modèle. En plus, il y a vaisseau et nerfs, hein, notamment pour faire des greffes nerveuses ou même des pontages. Il y a un petit peu de dissection. Là aussi, on n'est pas contraint par tout ce qui est expérimentation animale. La nouille, donc qu'on utilise beaucoup à Strasbourg. Alors, j'ai un petit film en principe à vous présenter, qui peut être utilisée pleine. À ce moment-là, elle simule un nerf. Ou tubulisé, là vous voyez on met un cathlon, donc ne serait-ce que déjà de passer, de la perforer à l'intérieur avec un cathlon, ça fait déjà partie des gestes de microchirurgie, puisqu'il faut faire des gestes assez fins pour pas la déchirer. Alors là il y avait un film, mais bon, alors je sais pas si on va pouvoir. Et donc là sur l'image en bas, vous voyez ensuite, une fois qu'on a terminé la suture, en fait on injecte un liquide rose qui permet de tester la perméabilité et puis l'étanchéité. Alors, hop, on va repartir. On était. Voilà. Donc là, vous avez un petit film sur la. Donc on trouve ces nouilles japonaises en fait au rayon diététique au supermarché, ça vaut à peu près 1 euro la boîte, donc c'est vraiment pas cher. C'est double emballage et on l'a fait tester en pharmacie, c'est absolument stérile, donc on peut faire l'utiliser au bloc opératoire. Et si on laisse là les paquets de nouilles dans le liquide, ça se conserve plusieurs jours au frigo. Donc là, vous avez plein. On peut les utiliser comme nerfs, comme je vous disais. Et puis, sinon, sous microscope, l'étudiant, il va apprendre à les perforer pour pouvoir les utiliser comme des vaisseaux de microchir. Donc on utilise des cathlons pédiatriques.
Et donc, bien sûr, l'apprentissage fait déjà partie, enfin, la manipulation, hein, la perforation fait déjà partie de l'apprentissage de la microchire. Hein. Voilà, donc ils vont faire deux extrémités, et puis mettre un cathlon et faire donc une micro-anastomose, donc avec du 10-0 et des points séparés. Voilà. Donc là aussi, il y a quand même un risque de faire une suture non perméable si on prend la paroi postérieure. Voilà. Voilà. On a testé ce modèle dans le laboratoire de biomécanique et on avait comparé le ver de terre, je vous disais, qui casse entre les anneaux, l'artère, la veine de poulet et la nouille. La nouille, en fait, c'est un modèle qui est suffisamment fragile et qui en fait ne permet pas trop d'imperfections dans la suture microchirurgicale. Si c'est mal suturé, ben, en fait, ça déchire tout de suite au niveau du point d'entrée des aiguilles. Alors, autre modèle, c'est des modèles synthétiques commercialisés par des labos hein, qui les vendent carrément avec des kits. Là, vous avez le MicroChirStim qui est en fait commercialisé par Créaplast. L'avantage, là, c'est qu'on a un petit ancillaire sur lequel donc on va pouvoir monter le vaisseau. On peut commander des vaisseaux de taille différente, puisque le but c'est d'être en dessous d'1 millimètre. Et puis on peut en fait, là vous voyez quand on sort les boîtes, allumer l'ancillaire et brancher un peu comme Dr Maboul les instruments, les manches des instruments sur ces deux pincettes. Et donc l'étudiant, quand il va toucher, c'est comme s'il travaillait au fond d'une cavité, quand il va toucher les bords, ça va sonner, puisque en microchir, il faut apprendre bien sûr à pas avoir de gestes amples et si possible à pas trembler, à bien stabiliser ses avant-bras. Voilà, vous allez juste... Alors, dans les perspectives pour la microchirurgie, alors donc on leur apprend à manipuler bien sûr les microscopes, les loupes aussi, parce qu'on pratique, souvent ceux qui font la microchirurgie, ils utilisent aussi beaucoup les loupes. Et puis peut-être que dans l'avenir, voilà, on va plus arriver à développer l'utilisation des robots ou des endoscopes comme ici, mais pour l'instant, comme on a dit tout à l'heure, on est limité, on n'a pas la vision 3D. Donc les modèles qu'on développe là au laboratoire, ce sont si possible des modèles biomimétiques, c'est-à-dire des modèles plutôt de style veineux avec des parois qui se collapsent, des modèles artériels avec donc un tonus au niveau de la paroi artérielle, si possible les trois parois, adventis, média, intima, voire des modèles lymphatiques. Pourquoi pas les fonctionnaliser, parce que c'est vrai qu'en pratique, de temps en temps, vous avez le caillot, hein, le thrombus qui se forme pendant la suture, et puis on essaie aussi de mettre au point des circuits fermés avec un fluide qui mimerait le sang, qui circule sous différentes pressions pour être le plus proche de la réalité. En tous les cas, tous ces modèles, il faut les évaluer. On utilise nous beaucoup la micromontre, hein, qui est en fait, vous voyez, ce système emprunté au dentiste et avec 12 chats d'aiguille, en fait, on va minuter le temps que met l'apprenant pour passer son fil, son aiguille 10-0 dans les 12 chats. Donc on a à peu près démontré qu'il fallait arriver pour avoir un bon niveau de microchirurgie à moins de 180 secondes et également que si un senior qui ne fait pas régulièrement la microchirurgie était en dessous de ce seuil, il fallait peut-être aussi qu'il repense éventuellement à refaire un peu de formation continue. En tous les cas, ces modèles, il faut qu'ils soient validés et évalués par les apprenants, par les moniteurs et voir éventuellement faire des tests aussi biomécaniques pour voir si on n'est pas trop loin des vaisseaux ou des nerfs réels. Alors, le rassemblement, je pense que maintenant, c'est l'objet de cette session, c'est bien de démarrer par d'abord la stimulation avant de
passer sur le rat. Peut-être qu'un jour, la législation nous obligera à faire que de la simulation pour apprendre la microchirurgie. En tous les cas, c'est vrai que nous, on a mis en place plusieurs niveaux de formation en microchirurgie. Et peut-être que oui, dans le cas de la certification, il faudra effectivement aussi peut-être qu'on repasse comme ça des modules d'entraînement. En tous les cas, pour développer la simulation en microchirurgie, je pense qu'il faut que les organes s'entraident, hein, parce que dans le cas de la réforme du 3e cycle, pour avoir les budgets dans les unités de simulation, c'est pas toujours évident en fonction des universités. Donc voilà, on essaye de développer de plus en plus ces modèles biomimétiques et puis les systèmes d'évaluation qui vont avec, mais sûrement qu'il faudra aussi avoir les financements.